Madame, monsieur, bonsoir. Coopération Sud-Sud au menu de questions d'actu ce soir. L'orientation africaine du Maroc est de fait un modèle de coopération Sud-Sud porté par une vision royale constante et déterminée. Cette coopération est une sorte de touche-à-tout. Certes, le volet économique est le plus visible, ou dirais-je le plus quantifiable, mais les autres facettes sont tout aussi importantes. Et pour cause, les impératifs du développement humain ont toujours constitué le socle dans l'établissement des rapports économiques à même d'être équitables, justes et équilibrés. La vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI est celle d'une Afrique intégrée et prospère. D'ailleurs, ce Maroc qui érige la coopération Sud-Sud en priorité dérange à l'Est comme au Nord. Et contre vents et marées, le Maroc maintient le cap et continue de tracer les jalons de sa politique africaine. Et cela déteint sur l'action effective et efficiente du Royaume au sein de l'Union africaine. Pour ne citer que quelques exemples, celui de la présidence du sous-comité des affaires économiques du comité des représentants permanents de l'UA. Le Maroc assure également la première vice-présidence du comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration de l'Union africaine, entre autres exemples du rôle central du Maroc au sein de l'institution panafricaine. Les facettes de cette coopération Sud-Sud sont donc multiples. Migration, le volet bien sûr académique, la lutte contre les changements climatiques, de l'agriculture aux énergies en passant par le cultuel et le culturel, sans oublier bien sûr le volet sécuritaire dans un continent en proie au terrorisme. Sur tous les fronts, avec une philosophie win-win, traduisez gagnant-gagnant, le Royaume ne ménage aucun effort pour consolider ses liens naturels avec le Sud. Ce soir, et pour ce débat dédié à la coopération Sud-Sud, j'accueille sur le plateau de questions d'actu Mohamed Jadri, analyste économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. En face, bien naturellement, il s'agit de diplomatie, il s'agit de relations internationales. Nous avons avec nous, encore une fois, et c'est une joie renouvelée de l'accueillir, le spécialiste expert en relations internationales, professeur Zakaria Abou Daha. Bonsoir. Bonsoir Madame Khadija et merci encore une fois de cette belle invitation. Alors l'invitation correspond ou coïncide avec la fin du sommet de l'UA, 36e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu donc ce week-end à Addis Abeba. Peut-être juste ce qu'on pouvait retenir de ce sommet qui soit en lien avec le rôle du Maroc dans cette coopération sud-sud africaine. C'est un sommet d'abord qui a vu la participation d'une forte délégation marocaine. C'est un sommet auquel le Maroc participe alors qu'il est membre du Conseil de paix et de sécurité. C'est bien de le rappeler. Absolument. Et par ailleurs aussi, il était très présent durant les réunions préparatoires. D'abord, le comité des représentants permanents, c'était fin janvier. Oui. Et ensuite, le conseil exécutif, c'est-à-dire le conseil des ministres, avec des rapports qu'il a approuvés. Il était là, le Maroc, en train de préparer la tenue donc, du sommet en tant que tel au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et puis, M. Arnouch qui a représenté Sa Majesté, avec cette démarche marocaine qui est sereine. Et par ailleurs aussi, des réalisations, on va dire, parallèlement à la tenue de ce sommet. N'oublions pas que Sa Majesté, le roi, avait adressé un message royal, d'abord parce qu'il était l'architecte de ce qu'on appelle le comité climat au niveau du Sahel, donc le Niger qui le préside, au niveau également du bassin du Congo et au niveau également de ce qu'on appelle les États insulaires, c'est-à-dire les îles qui est présidée ou dirigée par les Seychelles. Et par ailleurs aussi, c'est une conjoncture qui est quand même assez spéciale. Elle coïncide aussi avec la visite de Sa Majesté au Gabon et cette remise d'un don quand même de 5000 tonnes de fertilisants, d'engrais à des fins d'agriculture. Et donc, si on continue à recenser et énumérer les actions en amont que le Maroc a réalisées ou en aval à la tenue de ce sommet, on peut dire qu'il s'agissait, à mon sens, d'un succès diplomatique quand on sait que le Maroc a validé ses candidatures pour au moins 3 organes essentiels. D'abord, au niveau de l'Organisation maritime mondiale, au niveau également du comité en charge de la mise en œuvre de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de la famille. Et, chose essentielle,
une candidature au niveau du Maroc en ce qui concerne le Conseil de sécurité, je pense, l'horizon 2028-2029. Donc on voit très très bien qu'aujourd'hui, le Maroc occupe le terrain sur le plan diplomatique. Il engage des processus, on va dire, très constructifs. Il tisse des réseaux et cela l'honneur à un moment où notre continent connaît quand même une évolution assez importante. Oui. Alors, peut-être un petit rappel historique, parce que nous sommes en train de voir ici et là, sur le continent, et notamment cette annonce qui a été faite, pour ne pas la rappeler, pendant ce sommet de l'UA. Mais il est clair qu'il est important peut-être de rappeler que cela ne s'est pas fait en un jour. Il y a tout un historique des actions concrètes du Royaume pour le développement prospère et intégré de son continent. Peut-être un rappel des temps forts de cette politique africaine du Royaume qui s'est déployée sur plusieurs années sur le continent grâce à la vision, mais aussi à l'action du souverain. Je crois qu'il y a, si on veut systématiser ou schématiser, deux grands temps majeurs. Le premier va au-delà de l'indépendance du Maroc en 1956, telle qu'elle a été actée. Ça remonte à plusieurs siècles. Les sultans du royaume ont développé des liens culturels, notamment avec l'Afrique de l'Ouest, on le sait. Il y a même aujourd'hui des confluences sur le plan de la Tidjaniya et la contribution du Maroc à l'introduction d'un islam qui est très, très modéré. Et de ce fait, on a également gardé ce type de lien sans omettre de citer ce qu'on appelle les caravanes de commerce. Et donc le Maroc a été inscrit de longue date dans une problématique d'interdépendance qui a fait qu'il était toujours présent en terre africaine. Maintenant, les années de l'indépendance, à partir, on va dire, africaine, des années 50 et 60, n'oublions pas que le Maroc a été l'un des fondateurs du mouvement des non-alignés en la personne de feu le roi Mohamed V. Et depuis cette date, et notamment à partir des années 60, ce qu'on appelle les indépendances africaines, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, on a tissé un réseau de contacts et de liens, et que cela n'est pas venu de rien, parce qu'il tient un capital de sympathie symbolique extrêmement chargé, porté par la monarchie marocaine, mais par la suite, il a évolué. Certes, le Maroc ne vivait pas en vase clos. Il interagissait avec l'environnement international, régional. Il y avait ce qu'on appelle les idéologies tiers-mondistes, le droit international du développement, l'apparition de plusieurs clivages au niveau d'institutions comme le GATT, anciennement l'OMC aujourd'hui, c'est-à-dire l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les conférences sur le commerce et le développement, au niveau de la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Mais par la suite, il est vrai qu'il y a eu un moment de rupture, mais pas totale. C'était en 1984, lorsque le Maroc s'est retiré de l'organisation après l'admission d'une prétendue république. Mais plus tard, il a gardé des liens bilatéraux. Je pense que ça a été le moment de la réflexion. Il est revenu un peu plus fort après avoir compris qu'il fallait un peu réajuster le tir, d'où d'ailleurs, entre autres, la création de l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale des années 80. Nous allons venir aux actions de l'AMSI, quand même, qui sont quantifiables et très importantes. Et tangibles. Absolument. Et la création de l'Institut des études africaines, et mollo mollo, comme on dit, grâce aussi à l'action et l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, depuis l'an 2000 d'ailleurs. C'était, à mon sens, la première manifestation de la politique africaine du Maroc lorsque Sa Majesté a déclaré, ou a décidé plutôt, l'annulation de la dette africaine, notamment des pays les moins avancés. Et c'était à l'occasion du premier FOCAC, le Forum Chine-Afrique, qui était au Caire. Et au-delà, et bien entendu, une évolution et une accélération tellement remarquable aujourd'hui, à partir de 2017, avec cette vision que je pense la thématique centrale de notre rencontre aujourd'hui, c'est la coopération Sud-Sud à laquelle nous reviendrons. Alors, coopération Sud-Sud, comment ces liens justement historiques ont été avantageux pour porter le Maroc en tant que deuxième investisseur africain sur le continent, professeur ? Moi, je pense que la coopération Sud-Sud et la coopération que le Maroc mène en Afrique, c'est une coopération exemplaire. Pourquoi ? C'est une coopération sans complexe et c'est une coopération sans passé. Parce qu'il voit que l'Afrique, il va gagner cette coopération. C'est-à-dire sans passé, sans passé je parce me permets de vous interrompre parce que je n'ai pas très bien... Sans passé douloureux. Sans passé douloureux, oui, voilà. Sans passé douloureux. Il faut bien le préciser parce que sans passé, on vient de voir que cela remonte à... On n'a jamais colonisé l'Afrique, comme la France, comme d'autres pays. Oui. Alors que lorsqu'on part en Afrique... Bien au contraire, nous avons aidé des pays frères africains à décrocher leur indépendance. Nous sommes des Africains. Il vient de le rappeler aussi. Nous sommes des Africains aussi.
Donc l'Afrique, il voit que le Maroc, il vient pour aider le développement de toute l'Afrique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour aider l'Afrique, c'est comme des dons, comme pour subventionner. Non, non, on n'est pas dans ce sens-là. Nous sommes dans une coopération égale à égale. Le Maroc, il est gagnant de cette coopération. L'Afrique aussi, il est gagnant de cette coopération. Il suffit de dire que depuis 2001 jusqu'au 2021, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique ont été multipliés par 4. Et en 2022, ils ont passé le record. On passe de 46 milliards de dirhams à 65 milliards de dirhams. C'est énorme en matière d'échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique. Aussi, le Maroc, on se rappelle très bien des dégâts de la crise du Covid, au moment où l'Afrique a été la dernière avec laquelle on distribue les bavettes, la dernière en matière de consommation de vaccins. Le Maroc, il a aidé l'Afrique en ce sens-là. Parmi les pays rares, hein, d'ailleurs, parce que bon, il faut rappeler quand même que l'Afrique s'est vraiment retrouvée, tout le continent africain s'est retrouvé orphelin de la coopération internationale et que le Maroc a fait les gestes Tout à fait. pour plusieurs pays afin, de leur soumettre des équipements médicaux, mais pas que. Il a également construit des hôpitaux de campagne, notamment en Tunisie, pour ceux qui auraient la mémoire courte, et aussi a fait don de vaccins. Exactement. Exact. Lorsqu'on voit aujourd'hui les 5 régions de l'Afrique, quelle que soit la région de l'Est, l'Afrique du Nord, ou bien l'Afrique centrale, ou même l'Afrique australe, on voit que ces régions-là, elles réalisent un taux de croissance entre 3, 4, 5%. Mais malheureusement, il y a un grand problème en matière de sécurité alimentaire. Parce que ces pays-là, ils importent beaucoup en matière de céréales, de maïs, du riz, etc., etc. Aujourd'hui, le Maroc, à travers l'OCP, on a un objectif en 2023 de donner à l'Afrique l'un tiers de la production de l'office chérifien de phosphate. Imaginez que 4 millions de tonnes d'engrais ils vont être envoyés en Afrique. Ce qui va donner à l'Afrique et aux Africains l'équivalent de 44 millions de paysans africains qui vont bénéficier de cette coopération-là, dans 35 pays de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la route, par exemple, Tiznit-Dakhla, c'est pour le transfert, pour le passage des biens et des services. Oui. Et aussi, ça va faciliter la tâche pour faire venir des importations de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi pour faire venir des biens de l'Afrique vers l'Europe. Lorsqu'on parle du port atlantique de Dakhla, il va changer l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on parle du gazoduc entre le Nigeria et l'Europe, ce sont des chantiers énormes. Avec lesquels... C'est bien de dire que c'est le Nigeria vers l'Europe, parce qu'in fine, c'est vers l'Europe que... C'est vers l'Europe, bien sûr. Parce que l'Europe, aujourd'hui, est à la recherche d'une alternative du gaz de la Russie. Et le gaz nigérien, il va répondre aux besoins de l'Europe pour les 25 années à venir. Quelle est la différence? Bon, elle est flagrante, mais en tout cas, ça me rappelle aussi, ou en tout cas, ça me mène vers cette annonce de don qui a été faite par le Premier ministre algérien, $1 milliard. Quelle est la différence entre donner de l'argent et des dons avec des matières... Ce sont des promesses. Merci de le préciser. Merci pour cette précision. Et des dons, justement, d'engrais. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a quand même une coïncidence, que cette annonce coïncide 3 jours après l'annonce de ce don du Maroc d'une quantité très importante d'engrais en faveur des agriculteurs gabonais. Pas de l'État, on précise. Moi, je dirais que c'est tant mieux si le Maroc crée de l'émulation et qui pousse à travers son action, et non pas ses paroles, d'autres acteurs peut-être à faire de même. Il est vrai que le mode opératoire est différent. On ne sait pas encore si cette promesse allait être tenue. Et puis en même temps, quels seraient ses destinataires, etc. Et dans quel but, au pluriel. Mais tant mieux, moi je dis franchement, tant mieux. Ok, il n'y a pas de souci. Cependant, en ce qui concerne, je le crois, même en parlant du gazoduc, il ne s'agit pas, on va dire, d'un projet mercantiliste.
C'est-à-dire dans le sens où on voudrait tout simplement doper les exportations, avoir de l'argent. Non, la vision le dépasse vers des problématiques plus d'intégration régionale. Quand on voit que tous ces pays qui font partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient de par le passé tissé avec le Maroc des liens très forts, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, la Guinée équatoriale, que ce soit le Libéria, que ce soit la Gambie, etc. etc. Et donc, ceci dit, quand on parle de l'électrification, quand on parle de l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'industrie, etc., cela est de nature à engager un processus salvateur au niveau de l'intégration sud-sud et que donc le Maroc est bien placé pour d'abord apporter son expérience et sa contribution et en même temps convertir le projet en atout également géopolitique pour faire en sorte que la région soit attractive, soit plus résiliente, soit plus autonome. Et je crois que ça correspond également à la démarche marocaine et les stratégiques de Sa Majesté, l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire, l'indépendance sanitaire et au-delà. Donc on voit bien réellement que le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, progressivement, mollo, je crois, a créé un paradigme qui lui est propre. Il est made in Morocco. D'abord, centrer le citoyen africain et l'Africain au cœur de toute politique, quelle qu'elle soit, sociale, culturelle, humaine, migratoire, il faut le rappeler, et que donc il n'y a pas de calcul géopolitique, on va dire, pernicieux, mais plutôt une proaction. Et je crois que cela n'est pas une surprise quand on sait que ça reflète la démarche de Sa Majesté, même in situ, à travers, par exemple, le développement humain, à travers les actions menées par la Fondation Mohamed V, etc., etc. Donc on le voit, il y a une sorte de continuum entre la politique extérieure menée par le Maroc en Afrique et sa politique intérieure, et ça lui donne du sens, et ça lui donne, à mon sens, de la signification profonde. Que vous parlez de signification et de placer l'élément humain au centre des actions et des projets, des initiatives et des programmes qui sont bien sûr, qui émanent de cette vision du souverain. Il y a l'exemple académique. J'aimerais bien qu'on parle de cela avec vous. Vous êtes un académicien, vous êtes tous deux académiciens, n'est-ce pas? Il s'agit de ces chiffres de l'agence marocaine ou de la coopération internationale, enfin l'AMSI. Il y a aujourd'hui au Maroc un chiffre, 14 565 étudiants et lauréats. Ce chiffre-là de 14 565, ce sont des étudiants internationaux qui poursuivent actuellement leurs études au Maroc. Eh bien, 80% de ce chiffre, à savoir 12 751, proviennent de 47 pays africains. Quelle est l'importance de cette implication du Maroc dans l'enseignement, dans la formation de la jeunesse africaine? Bien sûr. Le travail que l'Agence marocaine de coopération internationale mène pour le capital humain africain est essentiel. Aujourd'hui, on parle de 15 000 étudiants africains, étudiants étrangers de manière générale qui sont au Maroc. Parmi les 15 000, il y a plus de 12 000 qui sont au Maroc. Mais exact. L'élément essentiel, c'est 10 000 sur 12 000 sont boursiers de l'État marocain. Ils bénéficient d'une bourse du Maroc. Ça, c'est l'élément essentiel. Parce que voilà, on voit que... Quand on dit bourse, ils sont pris en charge, en fait. Bien sûr, c'est une prise en charge totale. Totale. Bien sûr, parce qu'ils sont des boursiers au Maroc. 10 000 étudiants africains sur 12 000. C'est énorme. Ça, c'est l'élément numéro 1. Et l'élément numéro 2, c'est que le Maroc, il offre une gamme de services et une gamme académique assez diversifiée. Il y a le scientifique, il y a l'économique, il y a le juridique, il y a Sciences Po, il y a le tout. Donc, pour un jeune Sénégalais, un jeune Malien, un jeune Nigérien, pour y aller en France, ou aller en Europe, aux États-Unis, ça va coûter beaucoup plus cher s'il vient ici au Maroc. Et en plus, avec une bourse marocaine, donc ça facilite beaucoup de choses pour le Maroc. Mais ce qui est essentiel, aujourd'hui, nous avons commencé à récolter l'impact de cette coopération académique du Maroc vers l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les lauréats qui ont fait leurs études ici au Maroc, ils commencent à avoir des postes de grande responsabilité dans les pays africains. Et en ce moment-là,
c'est très facile pour un instituteur marocain de négocier avec eux, de parler avec eux. Et puis surtout qu'ils connaissent bien le Maroc. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est surtout Donc, ça. voilà, ils connaissent très bien le Maroc. Ils connaissent très bien le mode de fonctionnement du Marocain, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Exactement. Et donc, c'est effectivement plus facile. Ça, c'est pour faire du business, par exemple. C'est très important. Bien sûr. Absolument. Donc, dans ce sens-là, on arrive à faire évoluer la coopération avec les pays africains. On arrive à évoluer plein de choses avec ces pays-là. Et ça, c'est le secret de la coopération africaine que mène le Maroc vers l'Afrique depuis 2000. Et surtout, depuis le retour du Maroc à l'Union africaine. Et surtout, encore une fois, après la crise du coronavirus. Alors, on parle de plus de 14 000 étudiants. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur et la chance de donner quelques cours à l'Institut spécialisé en information, l'ISIC, donc qui forme les futurs journalistes. Et effectivement, sur la classe que j'avais, il y avait 2 étudiants, un comorien et l'autre mauritanien, voilà, qui suivaient leurs études de journalisme, parce que je suis journaliste, donc je me sens un peu concernée par la question, qui suivaient leurs études de journalisme ici au Maroc, au-delà du fait de pouvoir prendre des bourses, mais c'était aussi la qualité, absolument, et la maturité du journalisme dans notre pays. C'était entre parenthèses, petite histoire personnelle. Alors, on a parlé de l'académique. Il y a un point très, très central aujourd'hui. Le Maroc réfléchit dans sa coopération sud-sud avec le nexus développement, paix et sécurité. Des exemples concrets de cela, professeur Abou Dahab. Développement, paix et sécurité, c'est un paradigme. Déjà, si on remonte un peu aux années 90, l'ONU l'a fait sienne, dans le sens où on avait compris, après, on va dire, la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'ex-Union soviétique, il fallait d'abord centrer la question des droits de l'homme au cœur de toute politique publique et en même temps engager ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire sans sacrifier l'écologie au profit d'une croissance économique aveugle. Et ça correspondait également au sommet de la Terre, la première édition, à Rio de Janeiro, c'était en juin 1992, et en même temps, bien entendu, la sécurité au sens, Madame Khadija, de sécurité humaine, c'est-à-dire qui est la somme de toutes les sécurités, sanitaires, écologiques, politiques, sociales, etc. Et c'était le rôle notamment du programme des Nations Unies pour le développement. Vous savez, le Maroc, je ne dis pas qu'il a été un laboratoire, non, mais il a expérimenté le concept. En fait, un peu malgré lui. Un peu malgré lui. Parce qu'à cause, vous faites allusion aux attentats de 2003. Et il le sait très très bien. Et en même temps, il a développé une grande expérience opérationnelle avec les institutions onusiennes, que ce soit le PNUD, la Banque mondiale, etc. Il s'est déjà préparé en amont à ce paradigme qui, pour lui, aujourd'hui, constitue, on va dire, un leitmotiv dans ses politiques. Depuis donc le retour du Maroc à cette institution, et j'aimerais quand même rappeler une chose importante. Vous savez que le Maroc n'a plus de passif financier au niveau de ces institutions parce qu'il s'est acquitté de tous ses droits financiers depuis 1984. Et là, ce sont des diplomates qui me l'ont confié, qui travaillent dedans, étrangers. Sachant qu'il n'y était pas. Sachant qu'il n'y était pas. Ça veut dire que c'est un signe de bonne conduite, quand bien même donc, ça remonte à plusieurs années, pour montrer qu'en fait, il était dedans. Et ceci dit, il n'a jamais quitté sa famille institutionnelle. Donc s'il engage aujourd'hui ce genre de réflexion, il sait très bien qu'il faudra activer ce qu'on appelle une approche étiologique, pas de pansement, replâtrage, l'approche le tout sécuritaire, mais véritablement, si on veut créer une sorte de développement endogène, auto-entretenu, comme on dit, autonomisé, avec l'empowerment pour les femmes, c'est l'autonomisation, etc., etc. Il faudrait attaquer ces trois qui constituent une espèce de trilogie. Et je crois que la déclaration de Tanger vient de le rappeler tout juste avant la tenue de ce sommet. On peut élargir le spectre de la réflexion en parlant d'autres nexus, comme le nexus entre le séparatisme, entre le terrorisme et le crime transnational organisé. Je voudrais juste ajouter une petite chose, comme je suis aussi témoin et acteur engagé en ce qui concerne la formation des étudiants subsahariens, qui sont nos frères au final.
il fait bon vivre au Maroc. D'abord, il y a une attractivité remarquable, même sur le plan culturel. Ils ne sont pas, on va dire, désemparés ou dépaysés, exactement. Deuxièmement, alhamdoulilah, une formation de qualité à travers beaucoup d'instituts de formation en médecine, en ingénierie. Et nous avons des étudiants qui sont très brillants, qui vont jusqu'au doctorat et au-delà. Maintenant, la grande question, et je crois que l'AMSI travaille là-dessus depuis quelques années, c'est comment créer un réseau de liens continu avec plusieurs vecteurs linguistiques, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, parce qu'on sait très très bien, comme notre ami vient de le rappeler, que ce sont nos ambassadeurs, nos émissaires, mais il faudra créer une dynamique entretenue et continue pour les fédérer et les fidéliser en permanence. Et en témoigne d'ailleurs l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Gambie, corrigez-moi si je me trompe. Un lauréat du Maroc. Qui est un lauréat, absolument, Ça fait d'une plaisir. école marocaine. Ben oui, ça fait plaisir. Et il y en aura d'autres, Inch'Allah, comme vous le disiez tout à l'heure, professeur, avec des postes de responsabilité, et notamment gouvernementale. Alors, je voudrais revenir à cette question de terrorisme. Aujourd'hui, il y a cette autre facette de menace terroriste, c'est la facette digitale qui pèse de plus en plus sur le Maroc. On en témoigne l'attaque qui a été perpétuée contre notre agence de presse nationale. Et bien sûr, ce n'est pas la première, ni la dernière d'ailleurs, mais effectivement, on est bien outillé pour y faire face. Comment partager ce savoir-faire? Parce que la menace hybride, la menace digitale aujourd'hui, elle est là, elle est présente sur le sol africain, d'autant plus que c'est un terreau, malheureusement, du terrorisme, et c'est l'une des facettes du terrorisme. Comment faire face à cela? Comment renforcer le partenariat, professeur Jadri, dans ce sens-là, dans le sens de la lutte antiterroriste / digitale? Et bien sûr, aujourd'hui, on voit que les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique fait appel aux services du Maroc en matière de renseignement, en matière de lutte contre le terrorisme. Pourquoi pas transférer ces compétences-là vers nos amis africains? Pourquoi pas transférer ce savoir-faire vers nos amis africains? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler un élément essentiel, que l'avenir est en Afrique. Et pour développer l'Afrique, il faut tout d'abord avoir la paix et avoir la sécurité de manière générale. Et aujourd'hui, moi, je pense que ces éléments-là, le Maroc ne cesse pas de transférer ses compétences en matière de lutte contre le terrorisme, surtout ce qui concerne le digital, parce qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire et on a une grande expérience en la matière. On se rappelle très bien, juste en mois de décembre, le Maroc a joué un rôle important contre la sécurité du Mondial 2002 au Qatar. Et je pense que demain après-demain, ces services-là vont être alloués vers le continent africain. Mais alors, en ce qui concerne les menaces digitales, au-delà, professeur Abou Dahab, de la question de la sécurité, sécuritaire, c'est une question de géostratégie. C'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau paradigme. On parle de la datasphère, on parle du cyberespace, cyberguerre, cyberdéfense, cybercriminalité. Maintenant, ça fait partie de l'usage. Je sais que le Maroc avait pris des mesures de prévention afin de sécuriser les sites, notamment très sensibles et stratégiques, parce que c'est handicapant et c'est paralysant d'être l'objet exposé à des attaques. Et on le sait, on a vu récemment non seulement la Maghreb Arab Presse, l'agence marocaine de presse, mais aussi, je crois, même l'agence algérienne, qui a donc fermé le portail jusqu'à rétablissement du courant ou du site. Donc on sait très bien qu'il y a des vulnérabilités, il ne faut pas se le cacher, puisque peut-être les menaces proviennent de dehors, donc de l'étranger, il y a toujours les hackers, etc. Ce que peut-être il serait intéressant de voir, c'est engager peut-être un sommet africain précisément axé sur ces nouvelles menaces qui sont émergentes et qui interpellent tout le continent. Je crois que déjà au niveau de l'Union africaine, l'agenda 2063 et au-delà, et même les textes qui ont été retenus et adoptés dans le cadre de cette rencontre, le sommet, le 36e en l'occurrence, on avait évoqué la question de la transition numérique de façon générale. Donc ça inclut des questions en lien avec la résilience digitale, et je crois que c'est un chantier de Rennes, c'est un chantier d'avenir. Le Maroc a adopté même en interne des lois anti-criminalité qui peuvent passer par le cyberespace, mais on a beaucoup à faire. Nous avons une agence sur le numérique, je crois, mais c'est une question, à mon sens, Madame Khadija, qu'il faudrait intégrer dans une vision globale, et ceci nous interpelle tous en tant que
que pays en tant qu'individu même. Absolument. En tant qu'individu, donc on a parlé effectivement de la sécurité proprement dite, sécurité digitale aussi. Vous avez évoqué un point très important tout à l'heure. La sécurité alimentaire aujourd'hui en Afrique est centrale. Quid de la sécurité énergétique quand on sait que 600 millions aujourd'hui d'Africains, d'ailleurs ça a été cité par le président de la Commission de l'Union africaine lors du 36e sommet de l'UA, n'ont pas accès à l'électricité. Quel rôle aujourd'hui, comment cette coopération win-win, coopération sud-sud, gagnant-gagnant, peut-elle aussi profiter à ces populations qui n'ont pas accès à l'énergie? Tout à fait. Moi, je pense que pour parler de ce sujet-là, il y a deux portes d'entrée. Premièrement, il y a le grand projet gazoduc entre le Nigeria et l'Europe, qui va passer par 15 pays, dans lesquels on aura une généralisation d'électricité dans 15 pays, qui va donner l'électricité pour plus de 400 millions d'Africains. Ça, c'est un élément essentiel. Et le deuxième élément essentiel, moi, je pense, avec lequel aussi on peut avoir accès, c'est le savoir-faire que le Maroc a en matière de développement des énergies renouvelables. Ça, c'est l'avenir du monde de manière générale et l'Afrique de manière spécifique. Pourquoi pas, aujourd'hui, le Maroc va transférer ses compétences en matière des énergies renouvelables, ce qui concerne des salements d'eau, ce qui concerne l'énergie éolienne, l'électricité, etc. Parce qu'aujourd'hui, le coût il est très minime aujourd'hui par rapport aux années 2000, les années 90. Aujourd'hui, on peut produire de l'électricité avec un coût qui est très, 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 très réduit. Compétitif, oui. Compétitif, c'est pas comme avant à travers la technologie. Et ça, c'est un élément, moi, je pense, essentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est parmi les pays les moins électrifiés dans le monde. Et à travers ce projet-là, on va donner l'électricité à ces gens-là, ce qui fait on aura une infrastructure très, très, très solide. On va avoir l'attractivité pour les investissements étrangers. Et aussi, aujourd'hui et demain, il y aura des investisseurs étrangers qui vont venir au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, le Niger, le Mali, etc. Parce qu'aujourd'hui, moi je parle d'un exemple très, 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 très basique. Aujourd'hui, le Niger, il veut construire une usine pour le sucre. Mais il y a un grand problème d'électricité. Donc, si on arrive à résoudre le problème d'électricité, on peut faire venir des investisseurs du monde entier. Il me fait penser aussi à une certaine complémentarité, parce que qui dit électrification du continent, et ça revient dans beaucoup de discours, évoque aussi, c'est la locomotive du développement humain et du développement tout court du continent, c'est l'industrialisation. Mais comment alors construire un modèle de complémentaire, notamment en termes d'industrialisation, pour pouvoir fabriquer en Afrique ce dont l'Afrique a besoin, notamment pour son électrification? L'Afrique regorge de matières premières qui sont essentielles à la construction du matériel même pour produire de l'énergie. C'est quand même un peu ironique, mais on se retrouve à importer ce matériel. C'est vrai. Quel positionnement du Maroc dans cette équation? C'est une question essentielle, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on parle de la zone du libre-échange en Afrique. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on compare les échanges commerciaux interafricains, ils ne représentent que 15% des échanges commerciaux de tout le continent. Donc, aujourd'hui, à travers cette zone-là, on va avoir cette complémentarité avec laquelle vous parlez, Mme Khadija. Ce qui concerne, parce qu'aujourd'hui, c'est inacceptable que l'Afrique centrale ait le produit du gaz, du pétrole, exact. Et d'autres pays ils vont faire venir du gaz et du pétrole de la Russie, du Qatar et d'autres pays. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on parle cette complémentarité entre les pays. Comme le cas pour le Maroc en matière de denrées alimentaires, en matière d'engrais, etc. Donc c'est le Maroc, il envoie ces engrais-là vers l'Afrique. Moi je pense qu'à travers cette complémentarité entre les économies de l'Afrique, on va réduire le coût, premièrement, mais cette zone-là, aujourd'hui, il y a quelques pays qui sont un petit peu réticents parce qu'ils disent que si on ouvre les frontières, il y aura des flux migratoires pour quelques pays, les grands pays comme le Maroc, comme la Tunisie. Comme, c'est déjà le cas. Hein. Voilà, c'est 80% des flux migratoires se passent au sein même du continent. Exactement. Et aussi pour un petit peu sauvegarder un petit peu quelques industries. Mais je pense que lorsqu'on va faire
le compte et on voit qu'on va gagner beaucoup qu'on va perdre, je pense que la zone de libre-échange va avoir lieu d'ici la fin de cette décennie au grand maximum. Mais au-delà de ces intérêts, comment le géopolitique aussi peut freiner l'économique, professeur Abou Dahab? Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Madame Ihsan, en parlant du nexus, les problématiques interdépendantes. Donc d'abord, ce qui est basique, c'est sécuriser le territoire avant toute démarche liée à l'attractivité ou l'attraction des investissements. Il faut d'abord se débarrasser de la peur, et la peur des conflits, parce que les gens meurent, sont terrorisés, et par conséquent, si le milieu ne s'y prête pas, les investisseurs vont rebrousser chemin. Et en même temps, ça va laisser des terrains, terra nullus, désertés. Et cela est extrêmement important. Dans la démarche marocaine, à chaque fois, il est question quand même de contribuer très positivement à la solution d'un certain nombre de conflits. Hélas, parfois, nous l'avons remarqué, des instabilités par-ci, par-là. Et d'ailleurs, ça a été évoqué dans le cadre de ce sommet, entre autres choses. Deuxième chose, moi je crois en la résilience du citoyen africain qui, lui, doit s'approprier le processus de développement et être aussi un acteur, non pas passif, mais plutôt un acteur engagé. C'est déjà une sorte de pléonasme fautif. Par ailleurs aussi, il convient, à mon sens, de faire jouer un peu les énergies renouvelables. Le Maroc est très fort de son expérience en la matière. On n'est pas obligé de se mettre dans des circuits traditionnels, mais on peut créer aussi de l'électricité à travers des panneaux photovoltaïques. Au-delà de ça, et au-delà des circuits traditionnels, et donc qui sont basés sur les hydrocarbures, qui ne sont pas des énergies propres, je veux juste rappeler cet appel, d'ailleurs, qui était formulé par notre chef de la diplomatie en marge du 36e sommet de l'Union africaine, où il a exprimé l'engagement du Maroc à promouvoir la paix et le développement de l'Afrique à travers la coopération sud-sud, certes, notamment dans le domaine des usages pacifiques de l'énergie nucléaire. Exactement. Sachant qu'encore une fois, c'est une matière, ou en tout cas l'intrant ou la matière première, est sous le sol africain. Exactement, c'est une énergie propre. Et en même temps, c'est un message qu'on pourrait lire de façon un peu polysémique, sémantiquement parlant. Exact. Et c'est bien que le Maroc lui-même s'est engagé dans cette perspective-là. Et je le sais, je crois qu'il a participé même à une réunion au sein d'un comité dédié à cette question-là, parce que le nucléaire est une énergie propre. Et on l'a vu aujourd'hui, des pays qui l'avaient abandonné comme l'Allemagne, aujourd'hui sont en train de faire redémarrer le charbon, les usines de charbon, qui sont très nocives, bien entendu, très polluantes. Donc on voit très bien que la question de l'autonomie est aujourd'hui, à mon sens, une question centrale dans la démarche de développement. Mais il faut être pragmatique, il faut également être raisonnable. Et on pourrait déjà expérimenter le projet s'il est définitivement acté avec les financements à lui trouver, ce fameux gazoduc Maroc-Nigeria. Moi, je crois qu'il sera une sorte d'école d'apprentissage pour d'autres expériences à générer au niveau des autres régions de l'Afrique, parce que, hélas, nous sommes un continent sur le plan du commerce intra le plus faible au monde. Quid d'ailleurs de l'humain. L'union d'humain, on vient de fêter, entre guillemets, de façon non pas nostalgique, mais hélas, on se souvient au départ, il y avait un dynamisme et maintenant c'est en coma profond, alors que celle-ci pouvait très bien contribuer à cet effort. Sinon, maintenant, on ne peut pas rester les bras croisés, il faudrait engager ce processus de développement sud-sud, et le Maroc est bien placé pour le leader en tant que locomotive de développement, un catalyseur de développement. Quelle est l'importance justement d'avoir un catalyseur pour le développement et comment justement percevoir le rôle du Maroc, notamment dans l'industrie, encore une fois, professeur Jedri, c'est-à-dire on n'est pas compétitif, on n'est pas en compétition, mais on est en complémentarité. Comment cela, et surtout que le Maroc a encouragé cette accélération industrielle qui peut éventuellement, en l'occurrence, profiter aux pays africains et non freiner leur industrialisation. Tout à fait. Moi, je pense que le Maroc, lorsqu'il fait appel à un pays, il explique bien clair que c'est du gagnant-gagnant. Oui. Par exemple, lorsqu'on parle du gazoduc, c'est les intérêts du Nigeria, des 15 pays, du Maroc, de l'Europe. On voit l'intérêt pour tout le monde. Donc tout le monde, il est là. Aujourd'hui, ce qui est essentiel... Pour tous les pays, même producteurs. Hein. Producteurs et même des pays qui sont un petit peu éloignés de la zone. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Nigeria et Mali, n'ont rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest. Mais ils vont bénéficier. Pourquoi ?
Voilà, pour faire venir ces pays-là, pour un petit peu qu'ils ont un impact économique sur leur pays. Aujourd'hui, il y a une démarche aussi en matière d'infrastructure, en matière de développement des pays. Aujourd'hui, le Maroc, il a créé un fonds africain pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a des régions marocaines avec des régions africaines, des provinces marocaines avec des provinces africaines, des communes marocaines avec des communes en Afrique. D'ailleurs, le mois dernier... De l'Est comme de l'Ouest? Toute l'Afrique. Très bien. Toute l'Afrique. D'ailleurs, le 23 janvier dernier, on a signé 26 conventions. 26 conventions, je pense, dans une vingtaine de pays. C'est quoi l'intérêt? C'est que, par exemple, la commune de Tiznit, ou bien le conseil provincial de Tiznit, il a un jumelage avec une ville dans un autre pays, et il va donner de l'aide financière. Pourquoi? Pour tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est des écoles, tout ce qui est des hôpitaux, tout ce qui est un petit peu pour aider ces pays-là demain, demain, pour attirer des investisseurs. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire... Par exemple, pourquoi le Maroc il est un petit peu dans le la top liste des investissements? Parce qu'aujourd'hui, on a les infrastructures, on a le capital humain et on n'a pas autre chose. Donc, pour ces pays-là, ils n'ont pas les infrastructures et ils n'ont pas le capital humain. Donc, cette coopération-là, et ça, ce sont des choses qui donnent un petit peu des aspects négatifs, par exemple pour la France, parce que la France, il voit que pourquoi le Maroc qui va partir en Afrique pour aider ses communes, ses provinces, ses régions. Voilà. Pourquoi le Maroc investit-il en Afrique? Aujourd'hui, pourquoi le Maroc, c'est-à-dire en investissant en Afrique, n'attire pas et ne provoque pas les réactions qu'a la France aujourd'hui? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le passif de la France douloureux. En Afrique est très douloureux et qui est toujours là. Cette réminiscence même de ce sentiment de... Alors, pour là, ça nous mène vers un autre sujet qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, puisqu'on veut vraiment être dans cette coopération sud-sud. Cela étant dit, vous avez évoqué ce point de jumelage, n'est-ce pas? Oui. Et d'investissement. Très vraiment, il vous poser une question très naïve. Que gagnent ces pays africains où le Maroc investit, notamment dans le secteur bancaire, par exemple? Professeur Boudahab. Plusieurs niches ont été déjà explorées et investies, que ce soit les télécoms, l'industrie, même la production, fabrication, les assurances, le transport, etc., sans parler de l'import-export, bien entendu. Mais je voudrais quand même dire une chose. Prenons l'exemple de la coopération dite Nord-Sud depuis pratiquement ce qu'on appelle les rencontres de Yaoundé, qui se sont transformées en les sommets de Lomé, Lomé 1, 2, 3, 4. À partir de 2000, c'était les accords de Cotonou, qui ont introduit ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, jusqu'à aujourd'hui. Le schéma a été lancé déjà par la CE à l'époque, devenue une européenne à partir de 1993. La logique qui a commandé ce schéma était plus une logique de sécurisation et de garantie des approvisionnements qui devait alimenter les industries européennes, du chocolat en passant par les autres industries. Et on était dans ce qu'on appelle le paradigme du centre-périphérie, l'échange inégal, après il n'y a pas de valeur ajoutée, on accentue la dépendance, etc. Mais on peut même le résumer, parce qu'il y avait une certaine euphorie de départ, c'est-à-dire avec la montée en flèche des prix des matières premières, mais à un moment donné, il y a cette chute, et donc au final, il n'y a pas eu de transfert de technologie, et il n'y a pas eu d'appropriation ou de co-développement. Le Maroc le sait très très bien, parce qu'il est sincère dans les propos. En fait, c'est plus une démarche de co-développement. Il est plus accepté, parce qu'il est africain, vous l'avez si bien dit. Nous appartenons à la même institution, l'Union africaine. Nous appartenons potentiellement peut-être à des communautés communes. Déjà, vous savez, le CENSAD, nous faisons partie du CENSAD, c'est-à-dire la communauté des États sahélo-sahariens, africains sahélo-sahariens. Le Maroc a lancé l'initiative de la communauté africaine atlantique. Il y a eu des réunions et maintenant ça prend forme. C'est vrai que nous avons ce qu'on appelle la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'Atlantique, qui est basée à Rabat d'ailleurs, Riyad, mais... Surtout que le Maroc est classé en tête sur le continent africain en tout ce qui est logistique et agilité sur les marchés émergents. Donc il y a un indice de Agility Emerging Markets Logistics où le Maroc est premier. Donc là, clairement, il s'agit aussi pour les pays africains de saisir cette opportunité.
Bien sûr, bien sûr. Premier investisseur en Afrique de l'Ouest, c'est quand même assez remarquable. Vous avez cité quelques-uns, mais on peut citer l'île Maurice. Vous savez, l'île Maurice, déjà, il y a un indicateur très important, ce qu'on appelle le doing business, c'est-à-dire l'attractivité économique du droit. Oui. Il se classe parmi les premiers. Le Rwanda a été également une sorte de destination pour les investissements, ou du moins la coopération marocaine, sort du lot progressivement. Puis il y a les autres pays traditionnellement alliés au Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, et bien d'autres sont parlés de pays comme le Mali, la Mauritanie. Vous savez, nous avons la commission mixte qui, en juin, je crois, 2022, nous avons conclu avec ce pays frère et ami pas moins de 13 accords comprenant des MOU, des déclarations, etc. Donc, on le voit, il y a cette diplomatie conventionnelle, moi j'aime bien cette expression, c'est-à-dire on ne va pas uniquement parler et parloter autour de déclarations qui sont creuses, les amis africains, etc., ou le droit à l'autodétermination. On va avec un projet concret, des projets concrets. L'essentiel, il faut que ces projets aient des retombées positives sur les citoyens et engagent aujourd'hui un développement global et durable. Et moi, je crois que cette Afrique des potentialités pourrait être également activée, explorée, multipliée en termes de coefficients grâce, je l'espère, à ce projet titanesque de la zone de libre-échange continentale africaine que le Maroc a signé et a ratifié et qu'il est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Un dernier mot, professeur Jadri, sur cette coopération sud-sud. Moi, je pense que l'avenir est en Afrique. L'Afrique, elle dispose plus d'1,5 milliard consommateurs. En Afrique, on a l'équivalent de 3 400 milliards de dollars mal exploités. De PIB. Exactement. Aujourd'hui, on voit que l'Inde, la Turquie, la Russie, les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout le monde vient vers l'Afrique. Mais l'Afrique a bien compris la leçon. Parce que parmi les bienfaits de la crise Covid, qu'on ne peut pas faire développer l'Afrique qu'avec les Africains. Et l'exemple que le Maroc mène en Afrique, c'est le changement d'une coopération brute à une coopération nette. C'est-à-dire, on aide les gens de passer de brut au net. Exact. Et ça, c'est parmi les exemples flagrants, c'est la coopération de l'OCP en Afrique. Au-delà des engrais, au-delà de la sécurité alimentaire, on fait former les gens, on transfère les compétences pour que ces paysans-là ont les compétences nécessaires pour changer leur quotidien. Et notamment grâce à la digitalisation des process de production agricole, en sachant bien sûr que effectivement le Maroc reste un des pays les plus connectés, si ce n'est le pays le plus connecté en Afrique, mais effectivement nos pays voisins du Sud sont tout aussi connectés et peuvent profiter de cette évolution positive dans le digital afin d'augmenter la productivité, puisqu'il s'agit non seulement de souveraineté alimentaire, je ne cesse de le répéter dans cette émission, mais de sécurité alimentaire. Exactement. La guerre en Ukraine fut un exemple vraiment criant et tout récent. Un dernier mot, professeur Abou Dahab, avant de clore le débat. L'union fait la force, many hands make work light, comme on dit. Ce n'est plus le temps aujourd'hui des idéologies battues en brèche. Aujourd'hui, il y a un temps africain, comme il y avait aussi un temps marocain, pour reprendre l'intitulé d'un ouvrage qui est écrit par quelqu'un que je connais. Et l'homme africain a été toujours partie intégrante de l'histoire. Et les Africains doivent être fiers, les femmes et les hommes, de leur continent, qui regorge de potentialités. Maintenant, je crois qu'il est temps de marquer le coup et de souligner cette dynamique, l'ancrer et de dépasser les obstacles handicapants qui ont retardé l'essor et le décollage de ce continent. Moi, je crois que le retour du Maroc à sa famille institutionnelle a été un catalyseur remarquable et nous sommes en train déjà de recueillir les fruits de cette action très sincère. Et au-delà de ce catalyseur-là, du retour du Maroc à l'UA, il y a aussi d'autres catalyseurs tout récents, géopolitiques notamment, qui vraiment ne font que confirmer l'urgence, l'importance vitale de non seulement diversifier ces partenariats, mais de mettre l'accent là où il faut et peut-être de tourner un peu aussi les priorités et de donner plus de priorité au Sud qu'au Nord. C'est clair. Merci beaucoup.
professeur Aboudahab. Je vous en prie, Madame Khadija. Merci, professeur Jadri. C'était un plaisir d'échanger avec vous, messieurs, très enrichissant, comme d'habitude. Merci. Et merci à vous pour votre fidélité à l'émission Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.